Je suis Denis Karaguesian, titulaire d'un DESS Gestion de patrimoine que j'ai décroché à l'issue de ma 5e année d'études supérieures à l'Université Lyon 3. Je me suis ensuite forgé un solide bagage technique en exerçant durant près de 20 ans mon métier de conseiller en gestion de patrimoine dans le service spécialisé d'une grande banque française, notamment auprès de clientèles professions libérales de santé et dirigeants d'entreprise pour lesquels j'ai travaillé durant de nombreuses années. Fort de cette riche expérience et constatant au fil des années que le poids toujours plus important des process administratifs, réglementaires et de reporting m'empêchait de me consacrer pleinement à mes clients, j'ai décidé de quitter la banque pour créer en 2022 ma propre structure d'expertise patrimoniale et financière, DK Patrimoine. L'occasion pour moi de me recentrer sur le client pour lui proposer de l'accompagner dans la durée dans le cadre d'une relation personnalisée. Au passage, j'ai eu la chance d'associer ma structure à une très belle institution financière ultra spécialisée dans l'épargne et l'expertise patrimoniale depuis sa création il y a 180 ans et très reconnue par ses pairs et la presse spécialisée pour la qualité de son approche et de son ingénierie, une institution qui s'appelle Le Conservateur. Alors, la première chose à faire impérativement, c'est prendre le temps de réaliser une découverte patrimoniale approfondie. Par analogie avec le secteur médical, pour obtenir un résultat optimal, il faut préalablement avoir réalisé le bon diagnostic. Donc il va falloir recenser précisément la situation familiale du client, voir son régime matrimonial, s'il a des enfants en commun et ou issus d'unions précédentes, si ces enfants sont à charge fiscalement ou détachés du foyer fiscal, si éventuellement il y a des petits-enfants. Et puis voir si le client a consenti des libéralités des donations, et dans ce cas, au profit de qui, pour quel montant et à quelle date. Puis il va falloir établir le bilan de tout ce que le client possède. Alors tout d'abord sur la partie immobilière, la résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif, en précisant le mode de détention, en propre, en commun, en indivision, en pleine propriété ou en usufruit. Et si c'est détenu de manière directe ou via une société. Et dès lors, si c'est via une société, est-ce que celle-ci a opté pour un régime fiscal à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés? Notant au passage la valeur d'acquisition et l'estimation actuelle des biens, ainsi que les prêts bancaires et les loyers qui leur sont liés. Puis sur la partie financière, on va s'intéresser à la présence éventuelle d'épargne salariale, d'épargne retraite, de contrats de prévoyance. On va également se pencher sur les différents actifs financiers, leur répartition entre les liquidités, les titres, les contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie. Pour ces derniers, on portera une attention toute particulière à leur date d'ouverture, la date des versements, également leur composition et la rédaction de la clause bénéficiaire. Une fois tout ce bilan réalisé concernant la situation familiale, les libéralités ou donations réalisées, la ventilation des revenus et des charges de remboursement, ainsi que les taux de pression fiscale sur le revenu ou sur le patrimoine, ce que l'on appelle l'IFI. La structuration du patrimoine doit se faire en fonction des objectifs de vie du client. Le premier objectif de vie, c'est ce que l'on va appeler le court terme, l'épargne de précaution. C'est-à-dire qu'il va falloir s'assurer qu'on a bien constitué une enveloppe de capitaux parfaitement liquide qui va permettre de parer à la réparation d'un véhicule, le remplacement d'un appareil ménager, une dépense coup de cœur, un budget week-end. Pour cette épargne de précaution, on conseille de disposer généralement de 2 à 3 mois de revenus normatifs. Le deuxième objectif de vie, c'est celui que l'on va appeler le moyen terme, qui correspond aux projets, aux imprévus.
Il va donc s'agir de constituer une enveloppe de capitaux correspondant au projet planifié d'achat de véhicules ou d'un bien immobilier et de prévoir en plus de l'épargne de précaution une enveloppe de capitaux disponible à tout moment pour parer au coup dur ou saisir une opportunité. Le troisième objectif de vie, sur un horizon moyen-long terme, va consister à prévoir les études des enfants ou des petits-enfants et plus largement leur démarrage dans la vie. Le quatrième objectif de long terme, il est très important, c'est celui de la retraite. Là, on va devoir se poser la question avec le client de savoir à quel âge il souhaite arrêter son activité. Et dès lors, ça nous a amené à faire un focus sur le montant du complément de revenu régulier qu'il souhaitera détenir pour maintenir un train de vie convenable, et puis le montant du budget dont il souhaitera disposer pour, dans un premier temps, profiter de la retraite en matière de loisirs, de voyages, et puis dans un second temps, faire face au moment de la retraite à des aléas médicaux, voire à la dépendance. On devra donc bâtir une enveloppe de capitaux qui devra être parfaitement disponible à cette échéance de la retraite pour faire face aux différentes dépenses et constituer les compléments de revenus requis, mais tout en veillant bien à ce que cette enveloppe de capitaux soit dotée du meilleur potentiel de rendement possible eu égard à la durée de placement. Là se posera la question de savoir si le client, pour obtenir ce rendement attractif, préférera le risque ou le levier du temps. Le cinquième et dernier objectif de vie va concerner la transmission. On va s'intéresser à ce que sont les priorités du client en matière de transmission à son conjoint, aux enfants ou à des personnes tiers. En clair, on va se demander ce que l'on va transmettre, à qui, quand et comment. Et si possible, en minimisant le coût des droits de succession. À ce titre, il faudra étudier les marges de manœuvre en matière de donation, d'avantages matrimoniaux ou de typologie de placement optimisé. Au-delà de tous ces objectifs de vie, en dehors de leur chronologie de court terme, moyen terme, long terme, il conviendra de s'assurer que la réalisation de ces objectifs de vie ne soit pas remis en cause par un décès prématuré du client durant la phase de constitution du patrimoine. Cela revient à répondre à la question combien d'années de revenus du travail semblent incontournables à couvrir pour préserver le niveau de vie de la famille. Il conviendra de mesurer alors si les couvertures de prévoyance existantes sont bien dimensionnées en ce sens. Pour conclure, je dirais que c'est donc en définissant ces différents objectifs de vie, en les positionnant sur une échelle de temps et en quantifiant les enveloppes de capitaux qu'il sera nécessaire de leur consacrer, que l'on va pouvoir établir la stratégie pour structurer son patrimoine. La première erreur qu'il convient d'éviter, c'est de ne pas prendre le temps de réaliser la découverte patrimoniale approfondie à partir de laquelle on va pouvoir identifier dans le temps et la volumétrie les enveloppes de capitaux et les surfaces immobilières qui seront nécessaires à atteindre chacun des objectifs de vie. En effet, l'erreur que l'on constate malheureusement souvent, c'est le client qui va réaliser au coup par coup, au fil du temps, empiler des placements et des acquisitions immobilières au gré des propositions commerciales qui pourront lui être faites, parfois en cédant à des effets de mode ou à des tendances. Le client va alors s'enfermer dans une approche produit, alors que la structuration de son patrimoine nécessite au contraire une approche conseil qui s'appuie sur une stratégie propre à ses objectifs. En conséquence, le client risque de créer des déséquilibres patrimoniaux en créant surpondération au niveau de certains actifs ou même une surexposition en matière de risque.
Autre erreur courante pour le client, c'est de sélectionner un investissement en focalisant sur le gain fiscal qu'il va générer, en oubliant que ce gain ne doit être que la cerise sur le gâteau, sans laquelle l'investissement doit conserver intrinsèquement une valeur économique, sans quoi il perd tout son sens. Autre erreur fâcheuse qu'on rencontre régulièrement, c'est quand le client décide d'opter pour un investissement avec une promesse de rendement très attractif, en oubliant que le cours historique de rendement flatteur ne présage en rien des rendements futurs, et en oubliant que plus la promesse de rendement attractif est élevée, et plus le risque qui va lui être associé est élevé également. Enfin, une erreur classique, c'est de ne pas faire le point annuellement avec l'expert patrimonial en charge de la vision globale de son patrimoine, afin de valider le maintien ou de faire évoluer la stratégie qui a été définie, en tenant compte des événements qui vont impacter la vie du patrimoine, la perception d'héritage, de donation, ou le fait de devoir se séparer, divorcer, et puis en tenant compte des risques et des opportunités qui peuvent naître des différentes lois de finances que va voter chaque année le législateur et qui peut amener à rebattre les cartes de la stratégie qui a été établie. DOM, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour les chirurgiens dentistes puisqu'ils vont trouver à portée de main, dans une ergonomie très facile d'accès, tous les experts, les spécialistes qui vont pouvoir répondre à leurs questions, les accompagner dans le temps avec un véritable conseil personnalisé pour établir leur stratégie patrimoniale, réaliser au plus près leurs objectifs et donc effectivement atteindre le résultat. L'intérêt de DOM également, c'est qu'on peut très facilement me retrouver et que les solutions sont certifiées par le plus grand regroupement professionnel de chirurgiens dentistes en France.